Euh, je me présente, Wemba. Vous pouvez me chercher sur LinkedIn. Aujourd'hui, on ne va pas parler de moi, on va parler vraiment de nos intervenants qui vont continuer à nous amener un peu au-delà de frontières de l'intelligence artificielle et de la culture. Moi, ça fait 25 ans que je suis tombé dans l'AI, que je parle, que je respire et que je bois de l'AI. Et aujourd'hui, je suis comme vous, je suis sur le siège du passager et je regarde nos fabuleux intervenants qui vont, j'espère, nous faire aller ailleurs. Et comme l'a dit David, qui vont nous faire sauter de l'avion. Alors, la première présentation qu'on va voir ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter professeur Destiny Chewalu. Destiny est professeur en communication internationale à l'UQAM et co-titulaire de la chaire en communication et technologie et le numérique francophone au Québec. Ses recherches portent sur la gouvernance d'Internet, l'intelligence artificielle et les algorithmes, et en particulier dans les industries culturelles et créatives. On a fini la session de ce matin en parlant de musique, et Destiny va nous parler de tous ces algorithmes qu'on a sur Netflix, Spotify, et j'espère qu'il va nous montrer comment est-ce qu'on peut découvrir de nouveaux contenus grâce à ces algorithmes. Destiny. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. La pause a été très bien, j'imagine aussi. Et donc, moi, j'ai la lourde mission de faire en sorte que vous ne vous endormiez pas tout de suite après ce copieux repas que vous avez pu prendre. Alors, je me permets déjà dans un premier temps de vous partager mon immense joie de me retrouver devant une si belle audience. Immense joie qui se justifie aussi par le fait que j'avais été frustré récemment, disons au début de ce mois. J'étais à un autre rendez-vous important sur l'IA. Peut-être que certains d'entre vous ici aussi y étaient. C'était à Paris, le sommet sur l'intelligence artificielle de Paris, le sommet sur l'action pour l'IA. Et en fait, quand je vous dis que j'étais frustré, c'est parce qu'on en entendait beaucoup de ce sommet, notamment pour la prise en compte des enjeux en lien avec la culture et les arts. Et malheureusement, en dehors d'un beau week-end culturel qui a été orchestré par la ministre Madame Rachida Dati, finalement, dans le sommet lui-même au Grand Palais, pas au Palais des Congrès, mais dans le Grand Palais, il y avait quelques astuces sur le stage, mais il n'y en avait pas beaucoup, et tant entendu que ça parler d'art et de culture. Et donc, je suis vraiment heureux d'être ici parce que, évidemment, pour une fois, on a un événement sur l'IA où on est au cœur des enjeux en lien avec les arts et la culture. Alors, ce que je vais vous partager cet après-midi, parce que c'est vraiment un partage, ça part de cette réflexion, de cette question-là qui nourrit mes recherches, mais aussi mes actions, mes interventions sur le terrain avec différentes parties prenantes des écosystèmes culturels et numériques, notamment au sein de la francophonie. Et je me pose beaucoup cette question parce qu'on m'a donné récemment à l'UQAM la possibilité d'avoir une année sabbatique. Et pour un chercheur qui aime chercher, qui aime trouver aussi, mais qui aime surtout chercher, je me suis dit, il va falloir voir véritablement comment les technologies, les outils que nous propose l'intelligence artificielle permettent de répondre à des enjeux de diversité culturelle et linguistique. Et ce faisant, vous savez, on a tous une aspiration commune, certainement, dans cette salle ici, c'est que nous sommes convaincus que l'IA a d'énormes potentiels en termes de décupler, par exemple, la créativité humaine. Beaucoup de potentiel aussi, justement, dans la possibilité d'amener plus loin en termes d'immersion, d'imagination, d'expériences interactives diverses. L'IA le montre déjà, la possibilité aussi, bien évidemment, de valoriser nos patrimoines culturels. Mais à côté de toutes ces opportunités, la question se pose toujours de savoir quels seraient peut-être les risques, quelles sont peut-être les menaces qui pèsent notamment sur nos cultures et nos langues, sachant que nous sommes dans un contexte où il y a quand même une tendance à l'imposition d'un modèle culturel unique, hégémonique. Et je pèse mes mots parce que vous le savez, on est actuellement en train d'être témoin en fait
de grandes transformations des industries culturelles et créatives. Et pendant que ces transformations s'opèrent, on ne se pose pas véritablement la question de savoir quel avenir et qu'est-ce qui va nous rester de nos cultures et de nos langues et de nos arts, tout ce patrimoine et ce bien commun de l'humanité, si justement on a des algorithmes ou des machines qui viennent nous aliéner parce qu'elles constituent en soi une culture. Alors, le menu étant présenté, nous allons passer maintenant à quelques constats quand même pour rentrer un peu dans le bain. Vous savez, on est toujours, disons, préoccupé en tant qu'usager des plateformes numériques, ces grandes plateformes qui sont devenues aujourd'hui, disons, les gatekeepers, comme on les appelle, les gardiens d'accès à nos cultures. Et je veux les nommer, mais vous les connaissez tous déjà, les usual suspects, que sont Netflix, Spotify, Prime Video, Disney+, et autres. Ces plateformes qui sont devenues donc aujourd'hui les intermédiaires incontournables pour diffuser et nous donner accès à la culture, nous mettent des fois devant une forme de paralysie de choix, parce que nous faisons face à un environnement numérique où désormais règne la surabondance de contenu. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Quand il y a une surabondance de contenu, vous savez, c'est la rareté qui devient la valeur, c'est la rareté qui prend de la valeur. Et dans cette rareté, moi je trouve justement ces différentes expressions culturelles, minoritaires, locales, nationales, régionales, qui ont du mal à se rendre visibles ou à être rendues visibles par les algorithmes de ces plateformes-là. Et quand je vous parle de paradoxe du choix, c'est parce que, évidemment, trop de choix tue le choix. Il vous est certainement déjà arrivé, et ça m'arrive moi souvent en tout cas, qu'on se retrouve devant Netflix et puis qu'on fait le scroll infini sur cette page d'accueil où tout se passe. Vous savez, c'est la page d'accueil avec près de une quarantaine de rangées, mais avec 70 titres sur chaque rangée. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe finalement ? On se retrouve des fois à se dire, bon, on va finalement se contenter de regarder qu'est-ce qui a été le plus écouté, qu'est-ce qui a été le plus aimé ou apprécié dans les fameux tops, les top 10 et les palmarès. On assiste aussi, vous le savez, à une automatisation qui déshumanise de plus en plus nos rapports à la culture. Et ce qui se passe actuellement, c'est que le processus de plateformisation marchande de la culture et de la créativité humaine nous fait presque oublier que les artistes, les créateurs ont des droits et qu'il faut respecter ces droits-là. Et que oui, on peut mettre beaucoup d'investissements dans l'innovation, mais qu'en le faisant, on peut aussi évidemment soutenir et préserver la créativité humaine. Aujourd'hui, nous assistons à un tournant historique du capitalisme qui est celui qu'on appelle le capitalisme algorithmique. Et ce n'est pas moi qui ai trouvé ce nom, c'est mes collègues Jonathan Durand-Folco et Jonathan Martineau qui ont sorti un livre là-dessus récemment et qui explique à quel point les algorithmes captent l'expérience humaine en transformant en marchandise littéralement la culture et les arts. Rassurez-vous, ça ne va pas être qu'un réquisitoire contre les algorithmes, vous allez voir tout à l'heure. Mais ce qui me préoccupe, moi, beaucoup dans ce qui se passe aussi et dans ce que j'observe à travers mes recherches, c'est toutes les stratégies de design attentionnel. Il y a la fameuse université Stanford qui, déjà depuis les années 2000, étudiait ce concept de captologie qui montre à quel point les entreprises du numérique investissent des fois dans différents mécanismes pour designer et capter notre attention. Ça peut passer par exemple par le design même des vignettes, quand on parle de Netflix, les vignettes qui nous permettent de visualiser les affichettes des films. Et ce qui se passe aussi, c'est que grâce à ce design intentionnel, les conséquences que nous voyons, c'est que l'attention de l'utilisateur, notre attention collective, est de plus en plus dirigée vers des produits vedettes, vers, disons, des contenus plus internationaux et à forte prédominance qui sont anglophones et peut-être non francophones, par exemple. Et il y a de plus en plus des écarts entre la diversité qui existe au niveau de l'offre, la diversité de la création humaine telle qu'elle est représentée dans les catalogues infinis de ces plateformes. Donc des écarts, disais-je, entre cette offre
et le manque de diversité au niveau de ce qui est consommé. Parce que toute notre attention collective va justement, comme dans un tunnel, se concentrer sur ce à quoi les autres accordent le plus d'attention. Et les productions culturelles francophones, notamment, qui font partie aussi, moi, de mes objets particuliers de recherche, se trouvent être les contenus, par exemple, les plus touchés aussi par ces phénomènes d'invisibilisation au niveau de l'attention qu'on est supposé leur accorder. Ce qui, conséquemment, entraîne le fait que les contenus mondiaux des pays culturellement dominants ont tendance à s'imposer justement sur ces grandes plateformes-là. Et pour des petits territoires ou des petits pays culturellement, ou ceux qui ont des langues minoritaires, ils se retrouvent à ne pas être assez exposés à une diversité de contenus nationaux ou locaux dans lesquels ils pourraient se retrouver. Et j'ai eu l'honneur de réaliser en 2020 une première étude sur l'état des lieux de la découvrabilité des contenus culturels francophones en ligne. Et figurez-vous, ce qu'on y apprend dans cette étude, c'est que finalement, l'enjeu qui se joue, ce n'est pas un enjeu de présence, c'est un enjeu avant tout de recommandation. Parce que nos contenus, parfois, sont présents et existent dans cet environnement numérique. Mais ils sont noyés dans un océan de contenus. Et donc, quand on ne les met pas assez en valeur, quand on ne les diffuse pas, on ne les valorise pas, quand on ne les rend pas découvrables, si vous n'aviez pas l'habitude de connaître éventuellement le titre d'un roman ou le titre d'un film, par exemple, ou un chanteur ou un auteur moins connu, quelle est la chance et quelle est la probabilité, en fait, pour que vous le retrouviez dans cet océan? Et ça, c'est ce qu'on qualifie un peu d'enjeu de découvrabilité. Peut-être que vous êtes familier à cette notion. Découvrabilité qui aujourd'hui est en train de devenir un véritable facteur de souveraineté culturelle de nos nations. Pourquoi? Parce que simplement la découvrabilité, c'est le fait de permettre à un contenu d'aller rejoindre un public qui ne le connaissait pas préalablement ou qui n'en faisait pas la recherche. Et ce matin, on en parlait, il y a cette dimension de découverte par hasard, la sérendipité qu'on est en train de perdre un peu actuellement dans la manière dont les modèles algorithmiques et les processus algorithmiques de recommandation fonctionnent. Juste à titre d'exemple, vous savez, sur une plateforme de vidéo à la demande, l'Observatoire européen de l'audiovisuel donne ce chiffre qui est vraiment très éloquent. Seulement 1% du catalogue standard des plateformes de vidéo à la demande font l'objet de messages promotionnels ou de recommandations. Seulement 1%. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il advient des 99 autres %? Et donc, les algorithmes, je ne vous apprends peut-être rien, ils sont programmés avec Munici. Et cette découvrabilité dont on vous parle est aussi programmée par les machines qui sont en train d'imposer, en fait, une forme d'hiérarchisation culturelle. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est on parle d'algorithmes de recommandation, mais quand on recommande, c'est aussi qu'on exclut. C'est qu'on décide de l'ordre de priorité de ce qu'on met en avant ou pas. Et les algorithmes se substituent au rôle que jouaient les disquaires et, tous les acteurs traditionnels qui ont l'habitude justement de contribuer à une mise en avant de contenu, des fois dans des boutiques physiques ou dans des magasins de disques notamment. Sauf que, est-ce qu'ils le font avec la même bienveillance? C'est là la question. Vous allez voir que les finalités des algorithmes peuvent aller totalement dans des considérations uniquement économiques. Et c'est ça qui peut nous faire peur. Algocratie, peut-être que vous avez déjà entendu le terme. Spotify parle même de logique de recommandation algotoriale maintenant. C'est en fait ce paradigme de dire que nous allons déléguer aux algorithmes qui deviennent nos alter-ego numériques, nous allons leur déléguer la responsabilité et la charge de déterminer et de nous dicter nos comportements culturels. Quel gros pari, hein? Et on ne va pas être étonné que finalement nos préférences culturelles, nos goûts culturels sont des fois préfabriqués, sont totalement orientés et surtout par des dispositifs justement de mise en valeur des préférences des autres. Et on subit cette dictature du populaire, du contenu le plus populaire, du contenu le plus aimé, le mieux évalué.
Et donc, ces dispositifs qui mettent en visibilité les préférences des autres consommateurs, mine de rien, on a beau dire et beau se défendre en disant ben non, on a toujours notre liberté de choix, hein, on a notre libre arbitre en tant que consommateur culturel, mais au final, on est dans un environnement, comme je vous le disais, où il y a une surabondance de contenu, et on finit par céder à la tentation de vouloir se laisser guider subtilement par ce que nous recommandent les algorithmes ou par ce que les autres ont vu, parce qu'on prend le pari de ne pas tomber sur quelque chose de mauvais goût, simplement parce qu'on estime que beaucoup de personnes ont aimé. Alors, ce qui en découle, c'est que nous vivons actuellement, à l'ère des algorithmes, une personnalisation de masse des consommations culturelles. Je vous dirais même que c'est du sur-mesure de masse. Parce qu'en tant qu'usagers, nous sommes tous dans des grandes catégories de goût et de préférence pour les plateformes, et selon la manière dont le modèle algorithmique fonctionne. Et ça fait partie de la recette du succès, évidemment, de Netflix. Recommandations personnalisées, il y a souvent cette statistique qui est souvent citée, 75 à 80% des contenus que nous visionnons sont issus des recommandations basées sur l'IA. Je vous rembobine un peu, je vais un peu en arrière rapidement pour vous rappeler une étape qu'on n'a presque pas fait attention, mais peut-être que les plus observateurs parmi vous ont remarqué quelque chose. On était en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017 avec Netflix ? Changement du système de ranking, d'évaluation des contenus, de notation des contenus. On avait, pour ceux qui s'en souviennent, le fameux dispositif avec les 5 étoiles. Les 5 étoiles, ce que ça permettait, c'était d'amener un peu de nuance dans la manière dont nous donnons notre feedback sur les contenus que nous visionnons. On peut aimer à 100% un contenu et donner 5 étoiles, mais on peut justement aimer moyennement et mettre peut-être un 3,5 ou un 4. Mais en 2017, il y a eu un tournant important, justifié par le fait que l'entreprise de Los Gatos voudrait justement affiner davantage la connaissance de son public et de ses usagers, et voulait aussi améliorer ses algorithmes. Et donc, ils sont entrés dans une logique dichotomique et binaire en disant c'est le thumbs up ou le thumbs down. Et j'ai mis exprès cette image-là, et pour les fans du Gladiator, vous allez y comprendre. Quand on fait ce geste, ou quand on n'aime pas, dans les arènes, généralement, c'est une condamnation. En le faisant, et peut-être que vous n'allez plus jamais refaire comme ça de la même manière que vous le faites auparavant, c'est une manière de reléguer, en fait, dans les méandres du catalogue, des contenus qu'en réalité, vous pourriez en avoir d'autres similaires qui pourraient vous intéresser plus, mais qui n'auront peut-être plus jamais la chance de vous être recommandés ou proposés, simplement parce que vous avez mis que vous n'aimez pas. Netflix a essayé depuis lors de ramener 2 pouces pour montrer maintenant que vous pouvez aussi pas juste aimer, ne pas aimer, mais aussi adorer, si donc vous mettez 2 fois plus de pouces. Mais j'aime bien la justification de Todd Yellin, le vice-président produit de Netflix, qui disait, en fait, 1 pouce vers le haut, 1 pouce vers le bas, ça nous indique clairement et respectivement ce que le téléspectateur aime juste et n'aime pas. Et autant on peut vouloir, disons, viser la précision des algorithmes, autant ce que ça a créé depuis, c'est un véritable impact sur la diversité de ce qui nous est recommandé. Ou dirais-je plutôt, le manque de diversité au niveau de ce qui nous est recommandé. Le design de l'attention, je ne vais pas vous demander quelle est votre préférence parmi ces 3 productions originales de Netflix, mais je vais peut-être vous dire quel est le point commun. C'est parce qu'aujourd'hui, les algorithmes ont cette possibilité, vous le savez, d'être tellement affinés pour pouvoir faire des analyses prédictives qu'elles peuvent anticiper et décrire quels seraient les prochains grands coups, les prochains succès, les prochains contenus les plus populaires. Et ça peut aller même jusqu'à, justement, aider dans le choix du casting des intervenants, des personnages qui pourraient participer à la série. Et c'est un peu le cas de ce qui s'est joué avec The Crown, avec House of Cards, évidemment, et avec Stranger Things, par exemple. Quand on prend le domaine de la musique, on a aussi des problématiques similaires. Quand je vous parlais d'algocratie, les playlists sont devenues, pour prendre cet exemple, le Graal pour accéder à la découvrabilité. Et
vous le voyez peut-être déjà dans vos pratiques sur Spotify. Et il y a cette journaliste qui a fait une investigation sur Spotify récemment, Liz Pelly, qui nous rapportait à quel point aujourd'hui, par exemple, l'utilisateur moyen n'est pas capable de reconnaître un faux stream. À quel point aujourd'hui, sur les 100 000 titres mis par jour en ligne sur la plateforme, on peut retrouver des vraies chansons, interprétées par des faux artistes, ou simplement des fausses chansons, mais utilisant la voix, imitant la voix de vrais artistes. Et là où Spotify pousse un peu le vice, c'est qu'ils en sont rendus compte ils se sont rendus maintenant à des considérations économiques qui font en sorte qu'ils ont tendance à vouloir prioriser les contenus 100% synthétiques et créés par l'IA, histoire de ne pas payer des droits aux créateurs et donc de sortir de certaines de leurs playlists certains vrais artistes qu'ils estiment peut-être ne pas être trop populaires. Toujours sur la musique, on peut donner cet exemple au Québec. Vous le savez, en 2023, plus de 28 milliards d'écoutes sur les plateformes de diffusion en continu. Il n'y a que 5% dédiés à l'écoute de titres franco-québécois. Ce n'est pas anodin et vous allez vous poser la question, la faute aux algorithmes ou la faute aux consommateurs culturels? Je reviens juste en arrière sur cette diapo pour vous montrer à quel point les biais peuvent être parlants. Simplement, ici, vous avez un exemple de test que nous avons réalisé sur Deezer. Et on a simulé la création de profils diversifiés de la francophonie, et notamment d'utilisateurs qui voudraient consommer ou découvrir du makossa, un rythme camerounais, ou du zouglou ivoirien. Et là, vous le voyez, on va leur proposer, par exemple, à quelqu'un qui veut écouter du zouglou ivoirien, 1258 fois David Guetta. Bon, il y a peut-être un problème. On s'attendrait plutôt à écouter du Magic System, par exemple. Vous voyez. Et donc, ce n'est pas du tout anecdotique parce que c'est des observations que nous avons faites sur une période de près de 6 mois avec près de 500 000, un échantillon de 500 000 recommandations. Et on voit justement quelques hallucinations des algorithmes. Je commence à conclure en disant qu'il est important de déconstruire les mythes associés à la découverte par sérendipité sur les plateformes parce qu'aujourd'hui, la diversité offerte n'est pas systématiquement synonyme de diversité consommée, je vous le disais tantôt. Et par ailleurs, c'est les paramètres qui sont choisis à la conception même des machines qui doivent être prises en considération et non les machines elles-mêmes, non la pertinence ou la non-pertinence de ce qui est recommandé. Donc c'est en amont qu'il faut intervenir, c'est dans le design même des algorithmes qu'il faut s'assurer de créer une nouvelle génération d'algorithmes plus bienveillants et qui soient sensibles et respectueux de la diversité culturelle et linguistique à laquelle nous tenons. Si nous n'y prenons pas garde, nous avons le danger d'un impérialisme culturel qui plane sur notre tête. Et c'est notre collègue et ami Alain Saulnier, dans son ouvrage « Les barbares numériques », qui en parle le mieux. Les GAFAM sont en train de conquérir définitivement de nouveaux territoires. Le professeur de droit américain Lawrence Lessig nous le disait déjà, le code régule. Le code est régulateur et ne pensons pas que le laisser-faire entraîne ou va spontanément dans le sens de la diversité. Aurélie Jean aussi nous le dit, il est possible de réguler de manière équitable sans freiner l'innovation. Il est possible, même au niveau international, de pouvoir s'entendre ensemble sur des codes de bonne conduite et de bonnes pratiques des algorithmes. Et je termine vraiment là-dessus. Je ne saurais terminer sans vous le dire. En fait, ce qui se passe actuellement au niveau international, il y a 2 semaines, j'étais à l'UNESCO. On était encore en train de plaider justement pour la prise en compte de cette diversité des expressions culturelles dans le développement de l'IA. Et on voit encore des États qui sont réticents, des États qui disent il faut innover, 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 et en innovant, on peut enlever tout sursaut de dignité aux créateurs et aux artistes. On peut piétiner, marcher sur le droit parce qu'on veut rattraper notre retard par rapport aux États-Unis ou à la Chine. Et ce qui est en train de se passer est très grave parce que nous allons être peut-être des témoins et des comptables de l'histoire si nous ne sensibilisons pas davantage à la fois les professionnels des industries culturelles et créatives, les artistes, les créateurs, mais aussi les décideurs publics sur leurs responsabilités. Nous avons une responsabilité collective. Et il ne suffit pas d'avoir des pactes numériques ou des déclarations adoptées dans des sommets pour simplement se dire que nous sommes en train de régler le problème. Le plus important, vous le savez, ce n'est pas ce que nous savons. Nous en savons déjà beaucoup, nous commençons à en savoir beaucoup. Le plus important, ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous savons. Je vous remercie.